rédaction vous est proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix. Monsieur El Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le secrétaire d'État au tourisme. Monsieur Mohamed Amin Hadj Saïd, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Alors l'Algérie est un territoire d'excellence, mais pas encore une destination touristique, même si les atouts ne manquent pas. C'est votre déclaration, monsieur Hadj Saïd. Alors dans votre plan d'action, vous axez sur 5 points essentiels, dans celui de la formation, parce qu'avant tout, vous considérez que le tourisme est un savoir-faire. Alors formation, quel plan, quelle action? Bien sûr. Bonjour. Effectivement, la stratégie nationale du développement touristique repose sur 5 axes, dont la formation constitue un pilier. Mais alors là, un pilier fondamental parce que il est clair qu'on ne peut pas faire sans savoir, donc nécessité d'avoir le savoir-faire, et qu'avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas réussir le fait touristique si on n'est pas formé pour. Alors, l'Algérie... Le gouvernement algérien, conscient donc de l'importance de cet aspect, donc a approuvé un plan, la carte de formation touristique en octobre 2011, si ma mémoire est bonne. Et cette carte de formation justement vise à déterminer quels sont les besoins réels en formation touristique. Donc combien former, on reviendra à ça si vous le voulez. Ensuite où former, et ensuite que former. Donc 3 aspects très importants: le nombre, le lieu et l'objet. On forme quoi? On forme qui, pardon? On forme où? Et puis comme j'ai dit. Oui, allez-y. Alors. Donc je disais que le gouvernement algérien, étant conscient de cet aspect, a mis l'accent donc sur la nécessité de donner un plus à la formation, étant un pilier indiscutable de la stratégie nationale. Alors le nombre, je vais commencer à répondre dès à présent. Combien former? Alors nous avons actuellement le schéma directeur d'aménagement touristique qui prévoit la réalisation de 75 000 lits à l'horizon 2015. Les normes de l'Organisation mondiale du tourisme étant un demi-emploi pour un lit. Ça suppose que nous avons donc 35 000 emplois à former. Alors, 35 000, c'est combien former? Maintenant, où former? Où former? Là, nous, une simple idée sur la répartition géographique des projets en cours de réalisation nous fait ressortir donc la prédominance des investissements dans tel ou tel pôle d'excellence touristique. Alors bien entendu, le pôle d'excellence touristique nord-centre est le pôle le plus important. Vient ensuite le pôle d'excellence nord-est, ensuite le nord-ouest et les pôles sud, bien sûr. Mais justement, vous parlez de la carte de formation touristique, mais il y a un énorme déficit en matière de formation hôtelière, et quand les écoles existent, leurs programmes sont quasiment dépassés. Comment remédier à cette situation aujourd'hui, concrètement? Oui, je vais vous donner, donc j'ai dit tout à l'heure, donc combien former, où former et que former. Donc c'est très important, l'objet de la formation est très important. Alors à ce titre, je dois vous dire que hier j'ai procédé donc à la visite du chantier de réalisation d'une école de formation hôtelière et de restauration, école supérieure, je dois préciser, à Ain Benyan. Cette école est l'œuvre de la société d'investissement hôtelier. C'est une école qui va donc donner une capacité additionnelle de 880 places pédagogiques à notre pays. Elle va former dans toutes les spécialités de l'hôtellerie et de la restauration. Et ce qui est très bon à signaler, et très important à signaler aussi, c'est que c'est une école qui va être gérée en management avec une école de formation suisse de Lausanne, l'école hôtelière de Lausanne, pour une durée de 8 années, 8 ans suite à un contrat établi entre les deux parties. Donc, nous allons bénéficier de l'expertise de cette école, puisque vous me parlez de programme. Nous allons bénéficier de l'expertise, du savoir-faire de cette école, et nous avons 8 ans donc pour transférer ce savoir-faire. Alors combien d'écoles seront réalisées globalement, puisque vous avez parlé de cette carte de formation qui a été établie en 2011? Est-ce qu'elle donne plus de clarification? Écoutez, sur le où et combien? Bien sûr. Donc nous avons au jour d'aujourd'hui 181 établissements de formation, toutes catégories confondues. Nous en avons 4 qui dépendent directement du ministère du Tourisme, à savoir l'ORACI, le NST, Boussaada, Tizi Ouzou et son annexe de Tlemcen. Nous en avons 36, c'est des centres de formation privés,
Et le reste sont 41 établissements qui dépendent directement du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Bon. Maintenant, on a 2 écoles en projet. On a l'école supérieure de Tipaza. 1200 places pédagogiques dont l'étude est achevée et qui devrait être lancée incessamment. On a une autre école à Ain Timoshent, pôle nord-ouest. C'est une école de métier hôtelier aussi pour 400 places pédagogiques dont l'étude est achevée et je dois le dire parce que c'est très important, on a une école de prévue au niveau du Grand Sud. Et c'est une école qui va donc former au métier touristique saharien et qui est de très bon augure pour la région, sachant que c'est une région d'excellence, touristiquement parlant d'excellence. Mais justement, une seule école au sud, c'est un territoire très vaste. Est-ce que vous pensez à déployer davantage de moyens en matière d'infrastructure pour la formation au niveau du sud? Bien sûr, je disais au début qu'il y a 3 paramètres. Combien former? Où former et que former. Alors, où former justement le Sud a une place prépondérante dans la mesure où nous avons à peu près 9700 lits en cours de réalisation actuellement au niveau de tous les pôles du Sud, c'est-à-dire le pôle Sud-Est, le pôle Sud-Ouest, le Grand Sud-Est, le Grand Sud de Tassili et le Grand Sud de Najer. Nous avons quelques 9700 lits en cours de réalisation, ce qui donc est de bon augure par la région. Et puis, laissez-moi vous dire quelque chose, là je dois le dire, quand on parle de lits au sud, il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur les établissements hôteliers, parce que le sud c'est aussi le bivouac, c'est aussi les villages sahariens, donc il y a des lits qui ne sont pas comptabilisés dans le truc classique. Donc le sud, moi je dirais que c'est un territoire d'excellence et on ne peut même pas parler de zone touristique au sud, tellement tout le sud est touristique. Alors justement, une question très simple, monsieur le ministre, qui doit former? Devons-nous axer sur un partenariat avec des étrangers pour un peu reprendre votre expression, copier ce qui se fait ailleurs? Bien sûr, c'est tout simplement ce qu'on appelle le benchmarking, c'est-à-dire s'inspirer de ce qui se fait de bien chez les autres, éviter aussi ce qui se fait moins bien. Donc qui doit former? D'abord, il faut qu'on sache que la formation est un axe très 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 sensible et très délicat. Pourquoi? Parce que nous sommes censés transmettre un savoir-faire à des apprenants. Et lorsque je veux que mon apprenant réalise une performance, lorsque je veux que l'apprenant réalise une performance, il faudra que je lui donne la compétence nécessaire à cette performance. Encore faut-il que moi, je détienne cette compétence. Je veux dire qu'il y a nécessité chez nous donc de procéder aussi au recyclage des formateurs. C'est très important parce que le tourisme évolue. Le tourisme des années 70 n'est plus celui de 2013. Les techniques touristiques des années 70 ne répondent plus aux attentes des touristes de 2013. Nous devons nous mettre à niveau sur ce plan-là. Alors, pardon, excusez-moi. Alors justement, monsieur le ministre, vous avez donné en chiffres, vous avez donné les 181 établissements existants à travers tout le territoire national. 4 relèvent de votre ministère, de votre tutelle. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir pour ces 4 établissements un problème d'équivalence de diplôme entre votre ministère et celui de l'enseignement supérieur? Est-ce que vous prenez en charge aussi ces questions? Absolument, c'est une question très pertinente qui s'est posée auparavant. Et elle se pose encore. Et elle se pose encore, mais nous sommes en contact permanent avec le ministère de l'enseignement supérieur et le dossier est posé et nous allons procéder donc à l'équivalence, à la reconnaissance, à l'homologation de diplômes délivrés par l'ENST. Plus précisément. Quant aux autres écoles et instituts, ils ne posent pas problème au niveau des diplômes. C'est une question qui va être réglée incessamment. Absolument. Dans les prochains jours. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, justement, c'est la saison du tourisme saharien. Des actions particulières pour le Sud actuellement, monsieur le ministre? Écoutez, le Sud, nous sommes pratiquement à la fin de la saison saharienne, donc c'est l'heure des bilans, on va dire. La fin avril, quand même. Oui, bien, nous, on est déjà à la mi-mars, donc on va dire que l'heure est au bilan et qu'il nous appartient donc d'entamer dès à présent, mais alors là, dès à présent, des efforts de promotion pour commencer déjà à préparer la saison saharienne, la future saison saharienne prochaine, de l'année prochaine. Maintenant, par rapport au Sud, je dois vous dire quelque chose, mais là j'ai besoin d'une toute petite minute. Il ne faut pas que nous fassions une fixation sur le Grand Sud. Nous n'avons pas un Sahara, mais des Saharas. Nous avons le produit Tassili Hogar. Oui, nous avons le produit Tassili Najer, donc Jeannette et Taman, c'est de la scrème, mais nous avons aussi la route d'Exour, qui est un produit d'excellence. Nous avons aussi la boucle des oasis, qui est un produit qui a fait les beaux jours du tourisme algérien des années 70. Maintenant, il nécessite une actualisation, bien sûr, une remise à niveau. Nous avons Témimon, l'oasis rouge, qui est à elle seule un fleuron du tourisme national. Donc moi, je dis que nous devons procéder à une diversification du produit touristique saharien pour ne pas être dépendant d'un produit
aux dépens d'un autre. C'est très important, c'est un message que j'adresse aussi à nos opérateurs, à nos partenaires voyagistes, qu'il y a nécessité de varier, diversifier le produit touristique saharien notamment. Alors, beaucoup de questions. Monsieur Mohamed Amin Hadji Saïd, vous axez sur la promotion. Qui doit faire cette promotion de la destination Algérie? Parce qu'on en parle depuis des années, mais on ne voit rien venir. Absolument, donc c'est une très bonne question. La promotion de la destination Algérie, en fait, il y a deux types de promotion. Il y a la promotion institutionnelle, donc qui doit être réalisée par l'État, à titre d'exemple pour l'Algérie, pour le tourisme, par l'Office national du tourisme, entre autres, l'ONT, en plus de l'ONAT, en plus des partenaires. Donc maintenant, il y a une deuxième promotion fort importante, à savoir la promotion qui doit être faite par les opérateurs touristiques. Je m'explique. L'État fait ce qu'on appelle le marketing de la destination Algérie. L'État vend la destination Algérie, mais ne vend pas des produits touristiques. C'est les opérateurs qui vendent les produits touristiques. Donc la promotion est l'affaire de l'État par rapport au côté institutionnel et l'affaire des opérateurs touristiques par rapport aux produits touristiques, parce que quand on participe à un salon, on revient de celui de Berlin, l'État va pour promouvoir ou promotionner, si vous voulez, la destination Algérie avec sa diversité, mais les opérateurs qui accompagnent l'Office national du tourisme doivent participer avec des produits et proposer et essayer de ramener des clients. Mais justement, avec cette question des opérateurs touristiques, qui doivent faire, eux, la promotion de la destination Algérie en proposant des produits, faut-il aujourd'hui aller vers une véritable réhabilitation des agences de voyage? Écoutez, le constat que j'ai fait par rapport à mes quelques visites au niveau national, m'a permis et je le dis avec beaucoup de franchise et beaucoup de sincérité, m'ont permis de découvrir un potentiel de professionnels fort important au niveau des voyagistes. Nous avons des voyagistes nantis d'un professionnalisme mais très beau à voir. Maintenant, il est vrai qu'il y a certains voyagistes qui ne s'inscrivent pas dans cette dynamique. C'est pour cela que ce que nous préconisons, nous, c'est que les agences de tourisme et de voyage doivent adhérer à une corporation, soit au syndicat, soit à la Fédération nationale des agences de voyage pour avoir une ligne directrice, pour avoir des repères, pour bénéficier aussi de l'expérience de voyagistes qui quand même ont fait ce métier depuis belle lurette, on va dire, parce que j'ai quelque chose qui me tourne un petit peu dans la tête, parce que quelque part nous découvrons que le professionnel est à l'image de l'albatros de Charles Baudelaire. Permettez-moi, le exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Donc il faudra que nous puissions, si vous voulez, baliser la profession pour permettre l'émergence de voyagistes susceptibles de donner un plus à la destination Algérie. Mais justement, dans ce cadre-là, faut-il solliciter les véritables professionnels et éviter que cette activité ne soit quasiment parasitée par des commerçants? Oui, il faut solliciter les véritables professionnels, ceux qui ont... Parce que le tourisme est un métier qu'on fait par passion. On ne peut pas exercer les métiers touristiques comme on exercerait les autres métiers. C'est un métier qu'il faut aimer pour le réussir. Et là, je suis d'accord avec vous, il faut solliciter les professionnels. D'ailleurs, nous sommes en train de penser au niveau du département du tourisme à injecter au niveau de la réglementation des mesures incitatives, donc par rapport aux agences de voyage qui feraient du réceptif et surtout du domestique du tourisme à destination des Algériens, des nationaux, qu'ils soient résidents en Algérie ou à l'étranger. Vous parlez des réceptifs alors que nous faisons plus de l'exportation. Oui. Et nous voulons inverser donc la donne. Effectivement, nous devons revenir, parce que vous savez, madame, le touriste algérien est un touriste que toutes les destinations se disputent. Vous le savez. Toutes les destinations grand consommateur. Oui, grand consommateur. Alors autant l'inciter à consommer chez lui, mais toutefois à condition de le mettre dans les conditions les meilleures au niveau de l'hébergement et de la restauration, au niveau des prestations. Alors pour inverser cette tendance, il faut des moyens. Il faut des investissements dans le domaine touristique, parce qu'avec l'état actuel, nous ne pouvons pas inverser dans l'immédiat cette tendance. Alors, qu'est-il fait concrètement? Qu'est-il fait? Je vous parlais tout à l'heure des 5 axes du schéma directeur de l'aménagement touristique. On a parlé de la formation. Écoutez, l'investissement. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, 50 000 lits qui sont en train d'avancer à un rythme très appréciable, 60% de taux d'avancement. Nous allons les réceptionner pour une partie, lors de cette année 2013, pour la totalité avant la fin 2014. Ces 50 000 lits sont des lits aux normes. C'est très important. Je me plais toujours à le répéter, sont des lits aux normes. Contrairement au parc existant
de 97 qui n'est pas 000. aux normes. Non, dont à peine 15% répondent aux normes internationales. Donc ces 50 000 lits vont faire quoi? Vont donc doter le parc hôtelier algérien d'une capacité additionnelle de lits aux normes. 1. Mais par ricochet, ces 50 000 lits vont provoquer ce qui nous fait cruellement défaut, à savoir la concurrence. La concurrence. Et à partir du moment où le touriste algérien aura le choix, je dis bien aura le choix, le pari est gagné. Parce qu'aujourd'hui, le touriste n'a pas le choix. Donc il est obligé de consommer ce qu'il trouve. Et ce qu'il trouve n'est pas toujours bon, ce qui fait qu'il va essayer de chercher ce qu'il veut ailleurs. C'est pas bon pour nous. Nous devons donc mettre à sa disposition des structures. Vous savez, le touriste algérien, c'est quelqu'un qui veut tout simplement, parce que nous avons fait une petite analyse, ce qu'il recherche, ça et là, c'est tout simplement la qualité des prestations qui manque chez nous. Donc il veut sentir vraiment qu'il est roi, que le client est roi. Voilà. Alors, 15% seulement du parc existant et répond aux normes. Le reste, ce n'est pas le cas. C'est ce que vous venez de déclarer un instant, monsieur le ministre. Oui. Mais sur ces 15%, c'est très, très, très cher. Bien sûr, en plus, il n'y a pas la qualité. Ce qui est rare et cher, c'est connu. Ce qui est rare et cher, là, c'est la rareté qui fait la cherté ici. C'est parce que justement, on n'a pas le choix que c'est la loi du marché. Moi, je pensais qu'il y avait que l'or qui était trop cher. Non, le tourisme, c'est l'or bleu. On l'appelle l'or bleu, vous avez raison. L'or est cher. Le tourisme, c'est de l'or. Alors, je disais que ce qui est rare est cher, et puis parce qu'il n'y a pas vraiment, parce que la demande dépasse de très très loin l'offre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a la cherté, mais il y a aussi, comme je l'ai dit, je le redis encore, il y a la médiocrité des prestations. Alors, globalement, les investissements. Les investissements, très franchement, on est très optimiste. 240 milliards de dinars en coût d'investissement pour les projets agréés par le ministère du Tourisme. Et ce que nous souhaitons aussi, je profite de votre canal pour le dire, parce que c'est un très bon canal d'abord. Et puis, parce que ça me tient à cœur aussi, c'est que les investissements ne doivent pas être faits n'importe comment. Je m'explique. Un hôtel. Il y a un problème chez nous. C'est que très souvent, nous mesurons, si vous voulez, l'importance touristique d'un pays à sa capacité en lits. C'est faux. C'est pas l'hôtel qui fait le tourisme. C'est le tourisme qui fait l'hôtel. Je m'explique. Ce n'est pas en construisant des hôtels qu'on va développer le tourisme. C'est faux. C'est lorsqu'on développera l'activité touristique que le besoin en hôtellerie se fera sentir ou ressentir, et à partir de ce moment, les hôtels viendront spontanément. Donc il ne faut pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Il faudra qu'on soit conscient de notre stratégie, que nous inculquions la culture touristique à nos citoyens, à nos concitoyens, que nous développions les structures d'accompagnement, la chaîne touristique, l'intersectorialité, le transport, les routes, la culture, l'éducation, l'énergie, l'eau. Tout ça doit être prêt pour que l'activité touristique... Parce que l'hôtel en lui-même n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est un moyen. La fin, c'est redorer le blason de la destination Algérie. Alors, votre question, j'ai perdu le fil, c'est... Vous m'avez fait perdre le mien. Donc je disais qu'il faudra qu'on cesse de faire une fixation sur l'hôtellerie pour dire que l'hôtellerie c'est le tourisme. C'est pas le tourisme c'est pas l'hôtellerie qui fait le tourisme, c'est l'hôtellerie qui fait. C'est pas l'organe qui crée le besoin, c'est le besoin qui crée l'organe. Voilà. Mais justement, par rapport à cette question, faut-il aujourd'hui améliorer les conditions de transport, puisque nous voulons faire dans le réceptif, le transport est un élément essentiel. Est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement des combinaisons avec des transporteurs? Oui, ce qui se passe est de très bon augure. Tassili Airlines vient de lancer un certain nombre de vols domestiques tout récemment. C'est très bien pour la destination Algérie, notamment au niveau local. C'est très bien pour le tourisme domestique. Air Algérie fait des efforts extraordinaires en matière de réduction des tarifs des billets d'avion à destination justement du sud et du Grand Sud. C'est aussi de très bon augure. L'autoroute Est-Ouest, le tramway, le métro. Donc tout est en train d'avancer simultanément. Alors, la réhabilitation des hôtels actuels? La réhabilitation des hôtels actuels, c'est 70 milliards de dinars qui ont été débloqués pour la réhabilitation de 63 établissements publics, dont 12 milliards de dinars pour 8 stations thermales, parce que le thermalisme aussi n'est pas en reste chez nous. La réhabilitation, écoutez, il y a des hôtels qui ont été réhabilités, complètement réhabilités. Je vous en cite quelques-uns: Kardada, Abou Saada, les Zianides à Tlemcen, les Andalous à Oran, en plus du Djazaïr et de l'Orassi. Il y en a d'autres qui sont en train de se faire. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore été lancés parce que l'adjudication a été infructueuse. C'est-à-dire que l'enveloppe financière allouée
a été considérée comme insuffisante, donc ils sont en train d'essayer d'avoir une réévaluation. Donc ça mais se la fait. classification des hôtels, sur quels critères vous basez-vous, Monsieur le Ministre? Parce que ce qu'on a constaté, c'est au niveau international, il y a certains hôtels à travers le monde, c'est des chaînes qui sont à 2 étoiles. En Algérie, on les a trouvés par surprise 4 étoiles. Ben écoutez, il y a un ancien classement qu'il faudra réactualiser aujourd'hui. On a à peine 7 établissements hôteliers qui sont classés à 5 étoiles en Algérie, au jour d'aujourd'hui. 7 établissements classés à 5 étoiles. Il faudra d'abord que je vous dise qu'il y a 2 types de classification. Il y a la classification locale, il y a la classification nationale. Entre 0, parce que 0 c'est une classification. Hein. Un hôtel à 0 étoile est un hôtel classé. Donc entre 0 et 1 étoile, c'est une commission locale, au niveau de la wilaya, qui siège, qui se déplace pour évaluer cet hôtel. À partir de 2 étoiles, c'est une commission nationale. Donc c'est vrai qu'on accuse un retard considérable en matière de classification des hôtels, mais bon, l'opération est en train de se poursuivre et nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour essayer de rattraper donc ce retard, sachant que le classement se fait selon des normes internationales. Il n'y a pas de normes spécifiques à l'Algérie ou des normes spécifiques c'est des normes internationales. Mais on a l'impression que c'est des normes spécifiques à l'Algérie, puisque certains hôtels classés dans d'autres pays 2 étoiles, en Algérie, on en a trouvé un à Constantine, il est à 4 étoiles. Il a été classé quand à 4 étoiles? Récemment. Non, récemment, monsieur le ministre. C'est pas normal. On va vérifier tout cela parce que nous tenons à être aux normes internationales. Alors, est-ce qu'il est envisagé aujourd'hui, par rapport aux anciens hôtels qui sont quasiment dépassés, d'envisager, comme cela se fait dans le domaine industriel, des partenariats publics-privés, éventuellement de reprise par des privés? Oui, et je vous donne hauteur de 60%. Je vous donne un bel exemple. C'est ce qui vient de se passer à Annaba. Le Sabri, l'hôtel Sabri et Rim El Jamil qui viennent d'être pris en partenariat avec Golden Tulip tout récemment. Donc il y a chez nous les prémices du décollage. Je parle du décollage économique. Moi je parle aussi de partenariat public-privé national, pas étranger seulement. Je vous cite partenariat public-privé national. Bon, le partenariat public-privé, il faut savoir d'abord que c'est une des dynamiques primordiales du schéma directeur d'aménagement touristique. Et alors le plus bel exemple à donner, je crois, c'est la société d'investissement hôtelier, la ICH, qui a réalisé le Sheraton d'Alger, celui d'Oran, le Marriott de Tlemcen, qui va réaliser le Marriott d'Annaba, celui de Constantine, et qui s'inscrit pleinement dans cette dynamique de partenariat public-privé, dans la mesure où cette société est à l'origine aussi de l'école de formation dont on a parlé au début de cette émission, cette école qui va permettre aussi la formation des employés des hôtels privés qui sont en cours de réalisation. N'est-ce pas là un bel exemple de partenariat public-privé? Est-ce qu'on pourrait envisager dans 10 ans peut-être éventuellement que l'État ne gérera plus des hôtels? Oui, l'État sera à 100% privé. Absolument. L'État est là pour réguler, pour accompagner, pour faciliter l'accès à l'investissement, pour contrôler aussi, et pas pour gérer des hôtels. C'est vrai. D'ailleurs, même la réhabilitation dont vous venez de parler, des 63 établissements publics, elle est là pour les remettre aux normes. Pourquoi pas pour un éventuel partenariat avec des chaînes hôtelières de renom, pour essayer de bénéficier de l'expertise et du savoir-faire de ces chaînes hôtelières. Alors, autre question, monsieur le ministre, vous avez pour vous déployé des efforts pour un peu optimiser toutes les potentialités existantes à travers le territoire national pour offrir un meilleur produit aux Algériens. Dans tous les domaines, vous n'épargnez rien, même dans le domaine spirituel. Ben oui. Mais oui, bien sûr, parce que vous savez, c'est avec beaucoup de fierté qu'on parle de l'Algérie. C'est un pays tellement profond, tellement riche. Regardez, vous allez aux Aurès. Vous allez avoir une tradition, une culture, une tradition culinaire aussi. Vous allez à Rabdaya, c'est autre chose. Vous allez alors que dans les hôtels, on vous propose des steaks frites. Eh ben, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal et nous lutterons contre ces steaks frites justement, qui nous effritent pour faire nous lutterons contre cette formule parce que c'est pas normal. Les hôtels doivent, et c'est ce que je ne cesse de dire, doivent proposer des produits culinaires du terroir. Alors pour répondre à votre question, chaque région a ses spécificités en Algérie et nous avons, je dois vous le dire aussi, des schémas directeurs d'aménagement touristique de wilaya qui concernent les 48 wilayas pour faire ressortir la spécificité de chaque wilaya par rapport à une. Alors à titre d'exemple, je reviens de Ouargla où j'ai eu le plaisir de visiter beaucoup de sites extrêmement attractifs, dont
dont des sites spirituels, à l'image de la Zawiya Tidjaniya ou la Zawiya Qadiriya. Et je vais vous dire, quand on appréhende la wilaya de Ouargla... Vous avez visité même Sidi Abdelrahman à Alger. Oui, j'ai visité à Sidi Abdelrahman, j'ai visité aussi le lac de Timassine, à Ouargla toujours. Et il y a plein d'opportunités, de potentialités extraordinaires. Ce que je voulais vous dire, c'est que Ouargla, à titre d'exemple, en matière d'investissement touristique, c'est très important. On ne doit pas l'appréhender de la même façon. Au niveau de Hassim Saoud, on peut réaliser des hôtels de 4-5 étoiles, parce que nous avons affaire au tourisme d'affaires. Mais est-ce que vous pouvez imaginer un hôtel 4 étoiles à Timassine? C'est pas normal. Timassine, il faut que ce soit des établissements d'hébergement adressés aux familles. Et qui épousent la demande de la famille, donc des bungalows, des appart-hôtels, des villas, enfin tout ce qui peut réunir, des maisons d'hôtes, bien sûr. On en a les moyens, on peut les réaliser. Bien sûr. Alors il faudra investir, d'accord, mais ne pas investir n'importe comment, investir selon la spécificité du site qui accueille notre investissement. Alors nous avons une question d'un auditeur, je voudrais vous la poser très rapidement, monsieur le ministre. Oui. Un ancien élève de l'ENST a appelé, il considère que tout le corps professionnel est parti et remplacé par de nouveaux professeurs. D'après lui, les nouveaux enseignants n'ont pas le niveau requis pour enseigner. Quel est votre commentaire sur cette question? Est-ce qu'il faudra faire appel peut-être éventuellement aux retraités pour la formation des formateurs? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout ce qui peut apporter un plus aux détenteurs de la compétence est le bienvenu. Parce que je l'ai dit au début, j'ai dit que faute de bons formateurs, le résultat ne sera pas optimal. Monsieur Mohamed Amin Hadji Saïd, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin au studio. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. L'invité de la rédaction vous a été proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix.